Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la structure des atomes. Et dans cette vidéo, vous allez pouvoir capable d'écrire la configuration électronique et présenter des tableaux périodiques des éléments. Pour la présentation, c'est encore votre serviteur Bichara Teya. Notre présentation se distinguera en deux parties. La première qui est la composition des atomes, dans laquelle on va voir les principaux constituants de l'atome et les isotopes. Et dans la seconde partie, nous allons voir les orbitales atomiques, dans laquelle il y a une présentation des 4 nombres quantiques. Et ensuite, nous allons voir le remplissage des orbitales atomiques. Nous, les êtres humains et nos environnements, notre planète, notre voiture, nos casseroles, voire nos téléphones, sont tous des corps matériels, qu'ils soient simples ou complexes. Et tout corps matériel sont composés des particules élémentaires à l'échelle atomique. Nous allons voir que les particules élémentaires dans les corps composés ne sont pas tous d'égale proportion. Nous avons comme exemple la composition élémentaire de la Terre et celle du corps humain. Par définition, un atome est une particule élémentaire qui contient un noyau formé des protons des charges positives et des neutrons non chargés qui sont reliés entre eux par des bosons appelés gluons. Et autour du noyau gravitent des électrons. Et suivant les ordres de grandeur de l'atome, 10 puissance moins 10 des électrons et du noyau 10 puissance moins 15 indiqué dans le transparent, on peut dire que l'atome est constitué essentiellement du vide. Pour mieux comprendre la structure des atomes, faisons le bilan de la charge de l'atome ainsi que le bilan de sa masse. Pour le bilan de la charge, on sait par convention que l'atome est électriquement neutre. C'est d'ailleurs ce qui lui rend différent des ions et que sa charge totale est la somme de ses composantes. De là, le rapprochement de ces deux équations nous ramène à déduire que la charge d'un proton est égale à la charge d'un électron à un signe négatif près. En ce qui a trait le bilan de la masse, nous savons que la masse d'un homme est la somme de la masse de sa tête, son tronc et de ses membres. Par analogie, la masse d'un atome est la somme de la masse de ses constituants, protons, neutrons et électrons. Puisque l'électron soit largement moins massif que les autres composantes de l'atome, la masse de l'électron est alors négligée dans les calculs de la masse. Et pour faciliter les opérations de calcul, la masse de l'atome sera exprimée en tant que multiple de la masse élémentaire de référence, appelée unité de masse atomique, proche d'un nucléon, proton et neutron. L'unité atomique est définie comme le 12e de la masse de l'atome de carbone 12 depuis les années 60. Le bilan de la charge et celui de la masse qu'on vient de voir sont d'une importance capitale en chimie, car elle permet de simplifier la notation des éléments chimiques. Par exemple,
Le symbole X représente l'élément chimique. Le bilan des charges Q étant un entier relatif, s'il est nul, on a un atome. Sinon, on parle des ions. Les symboles Z et A sont respectivement le numéro atomique et la masse de l'atome. Et le tableau périodique des éléments est arrangé suivant la masse croissante. Essayons de voir de plus près. Soit un ion chlorure de 35 unités de masse atomique. De cet élément chimique, on peut noter sa charge Q égale à moins 1. Sa masse atomique, 35, est un entier naturel. Toutefois, les masses atomiques des éléments ne sont pas toujours des entiers. Dans le cas de notre tableau, la masse du chlore est de 35,45. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Eh bien non. La masse atomique de notre tableau est la masse naturelle de l'élément, qui est une moyenne des masses isotopiques de chlore 35 et de chlore 37 naturels, pondérés par des abondances naturelles. À noter que les isotopes sont des atomes d'un même élément chimique qui contiennent un nombre identique de protons et des nombres différents de neutrons. Les masses isotopiques sont mesurées par cet appareil appelé spectromètre des masses, dans lequel des sources bombardent des ions positifs qui seront accélérés par les fentes d'alignement, puis déviés par un champ électrique et donnent une spectre des masses isotopiques sur une plaque photographique. Avant d'aller plus loin, nous avons ce tableau qui nous donne l'occurrence naturelle des isotopes de quelques éléments courants. Dans notre cas, nous avons le chlore, qui est le dernier élément. Il y avait chlore 35 et chlore 37. D'abondance naturelle 75,77 et 24,23. Et des masses isotopiques en unité des masses atomiques qui sont 34,96 et 36,96. Donc lorsqu'on fait le calcul pondéré, d'accord, la moyenne pondérée, on va trouver la masse de chlore qui est 35,45. Et les protons, donc toujours même quantité de protons, puisqu'il s'agit du numéro atomique, et les neutrons sont 18 et 20. Depuis toujours, l'homme s'efforce de comprendre et de prévoir les phénomènes naturels. À la fin du 19e siècle, cet effort aboutit en physique à des succès impressionnants. Presque tous les phénomènes physiques trouvent une explication et peuvent être prédits quantitativement par des lois fondamentalement simples. Les diverses branches de la physique sont extraordinairement unifiées. À l'aube du XXe siècle, la matière apparaît
constitués de petits corpuscules. L'hypothèse atomique est désormais admise comme une réalité. Les atomes s'assemblent pour former les molécules selon les lois de la chimie. Les corpuscules possèdent des positions et des vitesses. De la sorte, il suffit de connaître les positions et ses vitesses à un instant donné t et d'appliquer la loi de la mécanique rationnelle dégagée au cours des siècles par Archimède, Galilée, Newton pour déterminer l'état d'un système physique à tout instant. Par ailleurs, les physiciens connaissent un autre type de phénomène, le rayonnement. Le champ qui lui est associé permet d'unifier l'électricité, le magnétisme et l'optique. La synthèse réalisée par James Maxwell prévoit notamment l'existence d'ondes électromagnétiques, existence confirmée ensuite par Hertz. Les ondes ont des longueurs d'onde de l'ordre du mètre ou du centimètre. La lumière visible, dont le caractère ondulatoire a été largement vérifié, est une onde électromagnétique, mais des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, de l'ordre de 10 puissance moins 7 mètres. Les rayons X et d'autres découvertes vont s'en suivre. Par ailleurs, les principales faiblesses de la théorie des Bohr, c'est son incapacité à expliquer les phénomènes à l'échelle macroscopique. Donc, on va passer progressivement de la physique classique à la physique quantique. De ce fait, on conserve l'hypothèse d'une orbite circulaire de la théorie des Bohr. Toutefois, on va supposer que le changement d'énergie d'un électron ne peuvent s'effectuer que par des sauts discontinus d'un niveau d'énergie à un autre. L'énergie de l'électron est alors dite quantifiée, d'où le nom de la physique quantique. L'ennui, c'est que le modèle de la théorie des Bohr, qui vise à procurer une représentation détaillée et déterministe du mouvement des électrons, est en totale contradiction avec un principe de la physique quantique appelé principe d'incertitude, qui stipule qu'il est impossible de déterminer avec précision la position et la vitesse d'un électron. Cela nous conduit à une dualité onde-corpuscule, dans laquelle l'électron est à la fois une particule et une onde. Schrödinger présenta une équation qui sera considérée comme l'équation fondamentale de la mécanique quantique et qui permet de décrire l'électron comme une fonction d'onde. On a l'hamiltonien de la fonction d'onde est égal à l'énergie fois la fonction d'onde. Et les solutions mathématiques de ce type d'équation sont connues et s'écrivent sous la forme d'une partie radiale et d'une partie appelée harmonique sphérique. Sa partie radiale nous enseigne sur la distance de l'électron au centre du noyau et l'harmonique sphérique interprète la notion d'orientation et de rotation de l'orbital atomique. En d'autres mots, la résolution de l'équation de Schrödinger montre que les fonctions d'onde sont caractérisées par un triplet des nombres quantiques n, l et ml. L'entier naturel non nul n étant le nombre quantique principal. Il précise l'étendue
et l'énergie d'une orbitale atomique et définit ce qu'on appelle les couches. Le nombre quantique azimutal L, quant à lui, précise la forme de l'orbitale. L'entier naturel prend les valeurs de 0 à n-1. Donc, il dépend du nombre quantique principal. Par exemple, pour un nombre quantique principal égal à 4, les 4 valeurs possibles du nombre quantique azimutal L sont 0, 1, 2 et 3, qui peuvent désigner respectivement par les lettres S sharp, P principal, D diffuse et F fondamental. Le troisième élément du triplet, appelé nombre quantique magnétique ML, ce nombre quantique détermine l'orientation spatiale d'une orbitale atomique et peut acquérir les valeurs allant de -L à +L. Outre ces 3 nombres utilisés, un quatrième, appelé nombre quantique des spins, va désigner les 2 valeurs possibles de l'état de spin de l'électron. On parle des spin-up pour les électrons tournant au même sens que la Terre et spin-down dans le cas contraire. Le remplissage des orbitales atomiques se fait suivant les valeurs énergétiques n plus L croissant. Par exemple, pour la désignation 3s avec n égale à 3, le numéro de la couche, et S, la sous-couche de L égale à 0, alors le niveau d'énergie sera la somme 3 plus 0, qui sera égal à 3. Si on fait de même pour les désignations 3P et 4S, on aura un niveau énergétique N plus L égale à 4 dans les deux cas. Pour un même niveau énergétique 4, des désignations 3P et 4S, on prendra la valeur correspondante au N le plus bas. Donc 4S est moins énergétique que 3P. Ensuite, on écrit le cheminement des configurations électroniques en question. Notez bien, on peut abréger la notation si nécessaire en substituant la configuration des électrons des cœurs par le gaz rare qui précède l'élément. Étant donné que la règle de Kleshkovsky ne s'applique qu'aux atomes, par contre, dans le cas d'une particule chargée appelée ion, pour établir sa configuration électronique, il faut d'abord chercher celle de l'atome, puis, suivant le cas, de lui retirer ou de lui ajouter les électrons les plus extrêmes. Lors du remplissage des orbitales atomiques des mêmes nombres quantiques principales et azimutales, pour une sous-couche donnée, la configuration électronique des plus basses énergies est obtenue en plaçant un maximum d'électrons des mêmes spins. Par exemple, on peut placer un maximum d'électrons des spins positifs. Merci pour votre attention. Nous sommes à la fin de la présentation. Nous attendons vos questions. Abonnez-vous pour avoir le suite du programme. Merci.